Bonjour à tous. Suite à notre dernière séance de TD, j'ai ouï dire qu'un support audio serait le bienvenu. C'est donc avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, celui-ci relatif aux valeurs mobilières, où l'on va se concentrer sur celles émises par la SA en particulier. Je tiens à remercier les amis qui ont très volontiers accepté de me laisser utiliser des petits morceaux de leurs divers travaux afin de compléter ce podcast. Ils se reconnaîtront. Également, le plan qui vous sera transmis par votre délégué, que nous saluons et remercions au passage, n'est pas le fruit de mon travail, mais celui du collectif Dalloz. Certains paragraphes ont été repris du répertoire de ce collectif, puis adaptés en droit marocain. Commençons. Acheter quelques valeurs mobilières, c'est une leçon. C'est la recommandation du dramaturge français Monsieur René Dorin. Alors je vous laisse découvrir par vous-même ce que cela fait d'investir sur des valeurs mobilières, mais pour l'heure, il s'agit d'un TD qui sera plus théorique que pratique. Pour rappel, notre dernière séance était davantage axée sur l'analyse du titre 9 de la loi numéro 1795. Alors tout d'abord, que veut dire marché réglementé? Eh bien, il s'agit d'un marché d'instruments financiers institué par la loi et géré par un organisme qui facilite et garantit un fonctionnement régulier et transparent des négociations des instruments financiers. Pour le marché boursier, par exemple, nous avons la Bourse des valeurs de Casablanca, qui constitue l'organisme entre guillemets facilitateur et est celui qui est garant du fonctionnement régulier et transparent des négociations des actions cotées, notamment. En outre, les actions et les obligations sont des valeurs mobilières, mais sont également des instruments financiers en vertu de la législation relative au marché des capitaux. L'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, est notamment chargée de s'assurer de la protection de l'épargne investie en instruments financiers et contrôle également de manière permanente les personnes morales faisant appel public à l'épargne. Pour en revenir à la phrase mentionnée il y a quelques instants, qui parle de valeurs mobilières, et selon l'alinéa 1er de l'article 243 de la loi numéro 1795 relative au SA, je cite, les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d'investissement et les obligations. Aussi, il convient de définir ce que l'on entend par émission. Alors, il s'agit d'opérations financières qui consistent à créer des valeurs mobilières cotées ou non cotées. Plus généralement, il s'agit d'opérations financières qui consistent à créer des instruments financiers cotés ou non cotés. Lorsque Monsieur René Dorin parle d'achat, il vise le contrat de vente régi au Maroc par le DOC. Que les valeurs mobilières soient cotées ou non, et bien qu'en premier lieu, les premières sont dématérialisées et ont une certaine spécificité, il reste que la cession d'une valeur mobilière est généralement qualifiée de contrat de vente. Nous verrons certaines des conséquences découlant d'une telle qualification ci-après. En second lieu, pour des raisons de compréhensibilité et d'accessibilité, j'ai décidé de ne pas traiter ici pour ce qui concerne les obligations, eh bien, les titres participatifs et les titres subordonnés. De même que les obligations convertibles en actions et les obligations hybrides en général ont également été exclues de ce travail. Pour ces mêmes raisons, j'ai décidé de regrouper l'action à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi que l'action à droit de vote double en une seule appellation, l'action de préférence. Seulement, gardez à l'esprit que l'action de préférence est une terminologie qui n'a pas été consacrée en droit marocain d'une part, et que d'autre part, le sens qui lui a été dévolu ici regroupe en fait d'autres choses en droit français. Ce support sera divisé en deux chapitres.
le premier traitant du droit commun des valeurs mobilières, le deuxième traitant quant à lui de manière très sommaire du droit spécial des valeurs mobilières. Chapitre 1. Droit commun des valeurs mobilières. L'étude précisera les caractères fondamentaux des valeurs mobilières, la nature des droits de créance et ou de propriété qu'elles confèrent à leurs titulaires, et elle portera enfin sur certaines conséquences attachées à la forme que les valeurs mobilières peuvent revêtir. Section 1. Caractères fondamentaux des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières présentent les caractéristiques suivantes. Ce sont des titres émis par une personne morale. Ces titres sont fongibles, ils sont négociables. Leur mode de transmission est l'inscription en compte ou la tradition. Les valeurs mobilières constatent un droit d'associé ou un droit de créance envers leur émetteur. Enfin, elles sont susceptibles d'une cotation en bourse. Il faut reprendre chacun de ces éléments de manière succincte. 1.1. Les valeurs mobilières sont des titres émis par les personnes morales. Contrairement à ce que le titre 9 de la loi numéro 1795 pourrait laisser entendre, l'émetteur de valeurs mobilières doit être constitué sous la forme d'une entité disposant de la personnalité juridique. L'une des entités qui peut en émettre est la société anonyme. Mais à titre d'exemple, la société en commandite par action, la SCA, peut également le faire, en vertu du dernier alinéa de l'article 31 de la loi numéro 596, qui renvoie notamment à certaines dispositions de la loi numéro 1795. Le critère de la personnalité juridique n'est pas rempli dans certains cas où la loi en dispose autrement. En effet, certaines entités qui ne disposent pas de la personnalité morale, par exemple, peuvent émettre des valeurs mobilières. Pour exemple, encore une fois, les fonds de placement collectif en capital, abrégés en FPCC, dont les parts émises par eux sont assimilées à des valeurs mobilières. Alors, il est inutile pour un L2 ou un L3 de chercher à comprendre l'exception que je viens d'évoquer, je dis ça uniquement à titre informatif. 1.2. Les valeurs mobilières sont fongibles. Toutes les valeurs mobilières de même nature et de même catégorie doivent être indifférenciées et entraîner les mêmes prérogatives sans considération de la personne de leur titulaire. Élément essentiel pour la qualification de valeur mobilière, la fongibilité n'est pourtant que suggérée dans la loi numéro 1795 à travers l'affirmation que les valeurs mobilières doivent ouvrir des droits identiques au sein d'une même catégorie. Des textes particuliers reprennent la même idée. Ainsi, ils ne peuvent cohabiter au sein de la même masse que les titulaires d'obligations ouvrant les mêmes droits à leurs porteurs. Exemple, le deuxième alinéa de l'article 299 de la loi numéro 1795. De leur fongibilité découle que les valeurs mobilières sont nécessairement plurales et substituables les unes aux autres. Les valeurs mobilières sont nécessairement plurales. Elles doivent être émises en nombre et en même temps. Si, du côté de la société, l'émission a nécessairement un caractère global et unitaire, même si elle est fractionnée, eh bien, du côté des souscripteurs, elle s'exprime en une pluralité de titres de même nature juridique, de même montant nominal. Les valeurs mobilières sont émises en série dont chaque unité représente une fraction. Ainsi, une personne n'est pas titulaire par exemple des actions numéro 21 à 30, elle est titulaire dans la catégorie considérée de 10 unités sans qu'il soit possible de les identifier les unes par rapport aux autres. L'émission d'une valeur mobilière isolée est inconcevable puisqu'elle ne saurait être confondue avec d'autres. Mais l'appartenance des titres à une même émission ou à une même catégorie n'est pas toujours une condition absolue de la fongibilité. D'abord, la société émettrice ou le contrat d'émission peut expressément prévoir la fongibilité de valeurs nouvelles avec d'autres antérieurement émises.
Ensuite, des valeurs mobilières provenant d'émissions différentes ou de catégories différentes au sein d'une même émission peuvent être fongibles, tandis que des valeurs mobilières faisant partie d'une même émission ou catégorie peuvent ne pas l'être. Ainsi, des valeurs mobilières peuvent être fongibles alors même qu'elles sont issues d'émissions différentes. Par exemple, les actions émises au moment de la constitution de la société, puis lors d'augmentations de capital successives, eh bien, ces actions-là sont fongibles entre elles. En sens inverse, des valeurs mobilières peuvent ne pas être fongibles alors qu'elles sont issues d'une même émission. Par exemple, une action ordinaire et une action de préférence ou certificat d'investissement peuvent être issues d'une même émission. Pourtant, ces instruments ne sont pas fongibles car elles confèrent chacune des droits différents. La fongibilité suppose que les valeurs mobilières soient totalement substituables les unes aux autres dans la même catégorie. Les droits qu'elles confèrent doivent donc être strictement les mêmes, contrairement aux effets de commerce par exemple, qui sont bien individualisés et ont des caractéristiques propres qui empêchent leur confusion. Entre parenthèses, montant, échéance, taux d'intérêt qui diffèrent. 1.3. Les valeurs mobilières sont négociables. La négociabilité désigne la faculté de transférer la propriété du titre et des droits qui lui sont incorporés par simple virement pour les titres inscrits en compte ou par tradition manuelle pour les titres vifs, c'est-à-dire existant matériellement sous forme papier. Cette faculté de transfert constitue un des critères discriminants de la définition des valeurs mobilières. La négociabilité résulte des exigences du droit commercial, ce qui conduit la doctrine majoritaire à estimer que la négociabilité permet non seulement la circulation plus rapide du droit, mais encore la sécurité du porteur grâce à la règle de l'inopposabilité des exceptions. La négociabilité est voisine de l'idée de mobilité. Elle signifie que les valeurs mobilières ont cette aptitude à circuler rapidement sans avoir à respecter le formalisme de la cession de créances ordinaires issu des articles 1089 et suivants du DOC. Quoi qu'il en soit, la loi numéro 1795 dispose que les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital. Article 247 de la loi. Et que les actions cotées en bourse sont immédiatement négociables. Article 249. Toutes les valeurs mobilières ont en commun le fait qu'elles peuvent être cotées et négociées en bourse. La négociabilité se distingue de la cessibilité, autre condition nécessaire de la qualification de valeur mobilière. On ne conçoit pas une valeur mobilière inaliénable ou objet d'une atteinte sévère portée à la libre cessibilité. 1.4. Les valeurs mobilières peuvent être comptabilisées. Contrairement à la législation française avec la loi de dématérialisation du 30 décembre 1981, au Maroc, seules les valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse sont obligatoirement dématérialisées et inscrites dans les livres de Maroc-Lire, en vertu de l'article 19 et suivant de la loi numéro 3596. Dans les livres de Maroc-Lire, qui est le dépositaire central au Maroc. En vertu de l'article 2 de la loi précitée, Maroc-Lire est une SA qui est seule compétente pour assurer la conservation des valeurs mobilières admises à ces opérations, pour en faciliter la circulation et en simplifier l'administration pour le compte de ses affiliés. La loi numéro 3596 ouvre cependant la possibilité à toute personne émettrice non cotée et avec l'accord de Maroc-Lire de procéder à la dématérialisation de ces valeurs mobilières. Article 20 de la loi précitée. Cela rassure tout investisseur de voir qu'une institution créée en vertu de la loi s'occupe de ce volet-ci. Pour conclure, et si les valeurs mobilières peuvent être comptabilisées au Maroc,
elles le sont nécessairement en France, sauf rares cas. 1.5. Les valeurs mobilières constatent un droit d'associé ou un droit de créance envers l'émetteur. La définition des valeurs mobilières repose sur la distinction des titres de capital et des titres de créance. La seule terminologie ne rend pas compte de cette distinction car les unes et les autres donnent naissance à des créances. La société émettrice doit rembourser et rémunérer les apports en capital et les emprunts. Cette réalité juridique est correctement transcrite en comptabilité. Le capital et l'emprunt correspondent l'un et l'autre à du passif, le premier figurant tout en haut de la colonne passif du bilan, alors que le second y est mentionné plus bas. Il existe cependant une différence essentielle qui réside dans le rang et les modalités de ce remboursement. Les obligations sont remboursables selon les termes du contrat d'émission, tandis que les actions ne le sont que dans les cas d'amortissement ou de réduction du capital non motivés par des pertes, ou bien lors de la dissolution anticipée ou de la survenance du terme prévu au statut, mais seulement si les opérations de liquidation permettent de dégager un actif net suffisant pour rembourser les apports. Enfin, on rappelle qu'il y a des cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant jusqu'au deuxième degré inclus, qui ne peuvent être soumis à l'agrément de la société par une clause des statuts. 1.6. La valeur mobilière est un titre susceptible d'être coté et négocié en bourse. On enseigne généralement que toutes les valeurs mobilières ont en commun le fait qu'elles peuvent être cotées et négociées en bourse. Section 2. Forme des valeurs mobilières. L'article 245 de la loi numéro 1795 dispose notamment que les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur. Les valeurs mobilières nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts. Tout titre qui n'est pas matériellement créé est réputé nominatif. Tout titulaire d'une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi. Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis à l'égard des tiers par un transfert sur le registre destiné à cet effet. Alors, les titres nominatifs sont uniformément comptabilisés au nom de leur titulaire et transmissibles par virement de compte à compte. Les titres au porteur peuvent, comme leur nom l'indique, être portés au sens propre du mot, sauf s'ils sont dématérialisés. C'est le cas notamment des sociétés cotées en bourse. 2.1 Domaine respectif des valeurs nominatives et au porteur. De manière très simplifiée, toutes les valeurs mobilières cotées, sauf certaines exceptions, sont au porteur et ce, en vertu de l'article 33 de la loi numéro 35/96. Généralement également, les valeurs mobilières non cotées peuvent revêtir les deux formes. Néanmoins, le projet de loi numéro 92-18 prévoit de supprimer la possibilité pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse d'émettre des actions au porteur. Mais il ne s'agit encore une fois que d'un projet de loi et qui ne s'inscrit donc pas encore à ce titre dans le droit positif marocain. Il est à noter que la loi n'impose pas aux sociétés par action de n'émettre qu'une seule forme de valeur mobilière et que les deux formes peuvent, à ce titre, coexister en quelque sorte, sauf stipulation contraire des statuts ou disposition contraire dans une loi. Cependant, lors de la création de la société, la loi numéro 1795 dispose que toutes les actions doivent être soit exclusivement nominatives, soit exclusivement au porteur.
2.2 Problématique de l'identification des actionnaires. Quelques exemples suffiront à montrer l'importance de la question. Pour s'assurer du respect des règles régissant le droit de vote et, partant garantir la régularité et l'intégrité des scrutins, la société doit savoir qui est actionnaire et qui ne l'est pas, qui peut voter et qui ne le peut pas. Rappelons que seuls les actionnaires peuvent voter, mais qu'ils peuvent se faire représenter dans le respect des conditions édictées à l'article 131 de la loi numéro 1795. De même, la société doit pouvoir contrôler le respect de l'interdiction de vote qui peut peser sur certains actionnaires. Par exemple, en cas de détention d'actions autodétenues, entre parenthèses article 133 de la loi numéro 1795, ou d'actions non libérées ou correspondant à un franchissement de seuil non déclaré. Dans un autre ordre de préoccupation, il peut devenir un inconvénient sérieux pour les dirigeants de la société émettrice de ne pas connaître les actionnaires dans certaines éventualités. Il en est ainsi dans le contexte d'une offre publique d'achat notamment, lorsque cette OPA est inamicale. Mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails ici. Un franchissement de seuil à la hausse ou à la baisse veut dire l'acquisition ou la cession de titres par un ou plusieurs investisseurs, déclenchant le franchissement de seuil de détention en pourcentage du capital. Le franchissement de certains seuils, 5%, 10%, 20%, 33,33%, 50%, 66,66%, entraîne une obligation d'information pour les sociétés cotées à la bourse. Mais là aussi, je vous dis ça uniquement à titre informatif, ce que je viens d'expliquer ne fait pas partie de votre programme. Ce que je viens d'expliquer sur le franchissement de seuil ne concerne que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Et donc, pour que l'investisseur puisse remplir cette obligation relative au franchissement de seuil, encore faut-il qu'il soit en mesure de déterminer s'il franchit ou non le seuil légal. Il doit connaître le capital de la société ou le nombre total de droits de vote. Or, la détermination de ce dernier peut être malaisée en raison des multiples dérogations qui peuvent exister à la règle une action, une voix. Aussi, la loi met-elle à la charge des sociétés émettrices l'obligation, dans les 15 jours qui précèdent l'Assemblée générale annuelle, d'informer ses actionnaires du nombre total des droits de vote existants à cette date, en vertu de l'article 145 de la loi numéro 1795, et ce, que la société soit cotée ou non. Section 3 Nature des droits conférés par les valeurs mobilières et nature des droits exercés sur celles-ci. Les droits des titulaires de valeurs mobilières sont assurément des droits personnels. Ce sont des droits à l'exécution d'obligations déterminées qui pèsent sur la personne morale émettrice en vertu de la loi et du contrat. Ces droits peuvent avoir un caractère patrimonial, exemple le droit de recevoir le dividende voté attaché à l'action ou l'intérêt convenu au contrat d'emprunt obligataire, ou un caractère extra-patrimonial, exemple droit de vote de l'actionnaire ou de l'obligataire aux assemblées, ou encore droit de recevoir certaines informations sur la situation patrimoniale et financière de l'émetteur. Il apparaît que, en dépit du fait que les prérogatives que les titres renferment sont des droits personnels, un droit de propriété sur le titre est concevable. On s'interrogera ensuite sur les conditions de la transmission de ce droit de propriété. 3.1 Droit de propriété. Il faut distinguer entre les droits que la valeur mobilière constate et les droits dont elle peut faire l'objet. En effet, la valeur mobilière constate un ensemble de prérogatives et d'obligations qui lui sont attachées et qui sont transmises avec elle. Mais la valeur mobilière constitue également une créance et donc un lien entre le porteur et l'émetteur. Le titulaire d'une valeur mobilière est bien propriétaire de cette valeur à l'égard de tous s'il est inscrit en compte à son nom.
Son droit est inaccessible à autrui et a une opposabilité absolue. Le propriétaire est seul maître de sa chose, il peut faire ce qu'il veut de sa chose, la transformer, la vendre, s'opposer à tout empiètement d'un tiers sur ses droits ou l'anéantir. Concernant ce dernier point, relatif au nantissement, il est à noter au passage que la dernière réforme du droit des sûretés, la loi numéro 2118, apporte certaines précisions et ou nouvelles modalités d'opposabilité aux tiers pour ce qui concerne le nantissement de valeurs mobilières d'une part ou le nantissement de comptes-titres d'autre part, selon les cas. 3.2 Régime du transfert de propriété. De manière générale, le DOC offre quelques ressources aux cessionnaires de valeurs mobilières. Ressources qui, toutefois, révèlent assez vite leurs limites. Par exemple, les tribunaux reconnaissent volontiers la qualification de vente pour la cession d'actions, qui est un contrat nommé issu du DOC. Une telle qualification doit entraîner normalement les conséquences suivantes. Une garantie d'éviction peut jouer, et la garantie des vices cachés a, en principe, vocation à pouvoir être invoquée. À cet effet, la protection inhérente au droit contractuel commun a également vocation à s'appliquer. Alors il convient de distinguer entre le régime juridique du transfert de propriété des valeurs non cotées d'une part, de celui des valeurs cotées d'autre part. Penchons-nous en premier lieu sur le transfert de propriété des valeurs non cotées. Le marché non réglementé, qu'on appelle également le marché de gré à gré, contrairement au marché réglementé, est un marché informel où les règles sont fixées par les usages. La cession hors marché réglementé de titres inscrits en compte chez un intermédiaire habilité, par exemple votre banque, cet intermédiaire qui participe à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, eh bien cette cession s'effectue selon les règles de fonctionnement de ce système. En dehors de ce cas, la cession de valeurs mobilières hors marché réglementé s'effectue au moyen d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou par son représentant qualifié et comportant l'indication du nombre et de la nature des titres cédés. Mais elle ne produit par elle-même pas d'effet translatif de propriété. Celui-ci résulte uniquement de l'application des règles de droit commun. Ainsi, en cas de cession de valeurs mobilières, le transfert de la propriété s'opère entre les parties par l'effet de la convention de cession. Tant que la cession est occulte, eh bien, il est logique de penser qu'elle ne puisse pas être opposée à la société et donc au tiers. En second lieu, on va voir le transfert de propriété des valeurs cotées. Alors, avec la disparition du support papier, c'est la seule inscription en compte qui vaut transfert de propriété et confère à l'acheteur l'intégralité des droits auparavant transmis lors de la remise matérielle de l'objet. Chapitre 2 Droit spécial des valeurs mobilières. Section 1 Titres donnant un accès immédiat au capital. Les titres de capital donnant immédiatement accès au capital ouvrent droit à certaines prérogatives au cours de vie sociale, mais ne sont remboursables indépendamment de cas particuliers, par exemple amortissement ou réduction du capital non motivé par les pertes. Eh bien, en dehors de ces cas particuliers, elles ne sont remboursables qu'à la dissolution de la société si les opérations de liquidation permettent de dégager un actif net suffisant pour rembourser les apports. Pour exprimer cette idée de permanence de la mise à disposition, les fonds apportés et rémunérés par ces titres sont appelés fonds propres ou capitaux propres. Nous n'allons pas traiter ici des différentes méthodes d'évaluation des actions. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y a deux catégories principales de méthodes d'évaluation. Celles qui prônent une approche analogique, par exemple en prenant en compte des facteurs extérieurs à la société et en raisonnant à partir de transactions récentes, comparables sur des titres similaires, et les méthodes qui prônent une approche intrinsèque, par exemple celles qui considèrent
De l'intérieur, entre guillemets, la société a évolué, en calculant par exemple le volume des flux futurs de trésorerie. Si le titre est coté, le cours de bourse doit être réputé exprimer la valeur vénale réelle des titres. Le cours de bourse résulte de la confrontation de toutes les offres et de toutes les demandes portant sur le titre concerné. Il est censé intégrer toutes les informations disponibles concernant l'évolution de la valeur et les perspectives de la société émettrice, ainsi que les spéculations des opérateurs sur l'avenir du titre concerné et de son émetteur. Enfin, il est à noter que l'on peut combiner les différentes méthodes d'évaluation selon les cas, par exemple pour prospecter, en anticipant le chiffre d'affaires, marge et résultats, etc. 1.1 Règle générale applicable aux actions. L'action, comme la monnaie, est à la fois une unité de mesure et un moyen de paiement. L'action permet d'acquérir par échange des titres émis par d'autres sociétés. En émettant des actions, une société créerait d'une certaine façon une monnaie privée lui permettant de financer l'acquisition du contrôle d'autres sociétés par le biais de certains mécanismes. Les droits de vote procurés par les actions, s'ils sont suffisamment nombreux, confèrent aux actionnaires qui les détiennent le pouvoir dans l'entreprise sociétaire. Ce pouvoir, dénommé contrôle, n'est pas évidemment employé ici comme synonyme de surveillance ou de vérification a posteriori. Il signifie la possibilité pour certains associés de déterminer, grâce au droit de vote en assemblée qu'ils possèdent, les décisions sociales et notamment les plus importantes d'entre elles, celles relatives à la désignation et à la révocation des dirigeants sociaux. Sur la notion de contrôle, il faut lire l'article 144 de la loi numéro 1795. Juste une petite remarque, dès le premier tiret, le législateur parle d'action de concert. C'est encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande en licence, qu'on exige de vous de connaître en licence, mais c'est toujours bon pour la culture générale et puis pour la préparation au concours de master. Quoi qu'il en soit, cet article 144 précité, ressemble à l'ancienne version de l'article L 233-3 du Code de commerce français. Mais aujourd'hui, cet article en France, actualisé, ne prend pas uniquement en compte les sociétés qui en contrôlent une autre, mais également les personnes physiques notamment. Et pour ce qui concerne les sociétés cotées, il y a les articles 97 et 98 de la loi numéro 1914 sur la bourse, qui parlent des franchissements de seuil de participation et que l'on a vu précédemment. Pour ce qui concerne les organes compétents, l'alinéa 1er de l'article 186 de la loi numéro 1795 dispose que l'AGE, l'Assemblée générale extraordinaire, a seul pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital. L'AGE peut fixer elle-même les modalités de l'émission, mais ce procédé est rarement utilisé. Le plus souvent, l'AGE décide de l'opération en son principe et délègue tout pouvoir au conseil d'administration ou au directoire pour en fixer les modalités, et ce en vertu de l'alinéa 3 de l'article précité, qui donne aux actionnaires cette possibilité. Prix d'émission. Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'Assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le contenu de ce dernier rapport est fixé par décret. Là, je viens de vous citer l'alinéa 2 de l'article 193 de la loi numéro 1795 et le décret qu'il mentionne à la fin. Il s'agit du décret numéro 2-09-481 du 21 décembre 2009. Pour ce qui concerne la circulation de l'action,
les cas de clause d'agrément en cas de cession. Eh bien, le droit d'agrément, lire à ce propos l'article 429 de la loi numéro 1795, ne peut être prévu que dans les statuts des sociétés non cotées. Passons aux prérogatives et charges attachées à l'action. En plus des droits dévolus aux actionnaires et que vous connaissez déjà, droits politiques et financiers, nous pouvons notamment citer le droit de recevoir une quote-part des bénéfices mis en distribution, le remboursement de l'apport et le bonus de liquidation, le droit préférentiel de souscription lors de toute nouvelle augmentation de capital en numéraire, etc. 1.2 Règles propres aux actions de préférence et aux certificats d'investissement. L'émission des actions de préférence et des certificats d'investissement. Eh bien, en premier lieu, les actions de préférence restent, mis à part les droits particuliers qu'elles comportent, avant tout des actions. En second lieu, comme vu dans notre dernière séance de télé, les actions à dividendes prioritaires ne peuvent constituer plus de 25% du capital social, de même que pour les certificats d'investissement. Concernant les organes compétents, les actions de préférence peuvent être prévues dès la création de la société, mais l'émission d'actions de préférence nouvelles ne peut être effectuée que par l'AGE. Ce monopole se justifie à double titre. Les actions de préférence contribuent à former le capital social et les droits particuliers qu'elles comportent doivent être définis dans les statuts de la société émettrice, ce qui implique leur modification. Articles 257, 263 et 282 de la loi numéro 1795. Section 2. Obligations. On parle d'emprunt obligataire parce qu'il y a un emprunt. L'obligation est un titre de créance qui représente la fraction d'un emprunt, émis ici par tout émetteur, et on va rester bien évidemment sur la SA. En effet, et selon l'alinéa 1er de l'article 292 de la loi précitée, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L'obligation est assortie d'un taux d'intérêt, appelé coupon, qui est payé annuellement par l'émetteur. À l'échéance de l'obligation, le porteur est remboursé du capital investi à l'origine. Le coupon représente le taux d'intérêt que verse cette obligation à son détenteur exprimé en pourcentage, qui dépend de plusieurs paramètres, dont la qualité de l'émetteur, de la SA dans notre cas. Ils ont une durée de vie. En pratique au Maroc, c'est généralement 5 ans. Les obligations ici étudiées sont les plus anciennes et les plus simples, celles qui se dénouent seulement par le remboursement de l'emprunt en numéraire, par opposition aux obligations composées qui, en guise de remboursement ou en complément de celui-ci, donnent accès, selon des modalités variables, au capital de l'émetteur ou à d'autres titres de créance. 2.1 Conditions de l'émission. Conditions relatives à l'émetteur. Les personnes physiques n'ont pas la capacité d'émettre des obligations. Seules les personnes morales, et seulement certaines parmi elles, peuvent émettre des obligations. Pour rappel, la SARL ne peut émettre aucune valeur mobilière, par exemple. Les émetteurs de droits privés sont principalement les sociétés par actions. Il leur est demandé d'avoir établi au moins 2 bilans régulièrement approuvés par leur assemblée d'actionnaires et d'avoir un capital intégralement libéré, en vertu de l'article 293 de la loi précitée. Pour ce qui concerne les organes compétents, l'AGO, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûreté en vue de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire. Pour les actions, on a vu qu'il fallait l'autorisation de l'AGE. Ici, c'est uniquement l'autorisation de l'AGO qui est exigée pour les obligations. Également, lors de l'état d'urgence sanitaire, la loi numéro 27-20
a prévu que des sociétés faisant appel public à l'épargne pouvaient émettre leur emprunt obligataire sans que la tenue d'une assemblée soit nécessaire. Enfin, je le rappelle, on ne traite ici que des obligations normales et non d'obligations convertibles en actions par exemple, qui, elles, nécessitent l'autorisation de l'AGE pour être émises. Concernant la publicité de l'émission d'obligations, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne, donc lorsqu'une société fait appel public à l'épargne, eh bien, cette société est tenue d'établir un prospectus selon les modalités fixées par l'AMMC. Préalablement à sa publication et à sa diffusion, ce prospectus doit être visé par l'AMMC. Toute information diffusée auprès du public après l'octroi du visa de l'AMMC, dans le cadre d'un appel public à l'épargne, doit être conforme à celle contenue dans le prospectus visé par l'autorité marocaine du marché des capitaux, l'AMC. Notez, notez bien que la loi parle de note d'information et non pas de prospectus. Ce dernier terme a été consacré par la circulaire numéro 3-19 de l'AMMC relative aux opérations et informations financières. Enfin, concernant le rôle des agences de notation, eh bien les agences de notation notent les sociétés. Certaines d'entre elles notent également les États, etc. Et la note obtenue permet de classer l'emprunt en fonction des risques présentés par l'émetteur et des éléments propres au titre qu'il propose au marché. L'entreprise de marché peut également requérir une telle notation. 2.2 Statut des obligataires. Particularisme de la condition des obligataires, droit particulier des obligataires. Les droits des obligataires sont de même origine et de même nature. Ils partagent les mêmes intérêts. Le fait de ne pas faire entre guillemets cavalier seul, comme les autres créanciers, est la marque de leur particularisme. En outre, ils disposent d'une organisation propre en une masse, entre guillemets masse, permettant l'expression de leur volonté collective. La loi confère aux créanciers obligataires des droits que n'ont pas les créanciers ordinaires. Il leur est permis de participer dans une certaine mesure à la vie de la collectivité emprunteuse. Leurs représentants ont accès aux assemblées générales des actionnaires de la société débitrice de l'emprunt obligataire. Même s'ils n'ont pas de voix délibérative, ils peuvent malgré tout s'y exprimer. De même, ils peuvent obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci. Et cela en vertu de l'article 304 de la loi numéro 1795. La loi oblige, en outre, les dirigeants sociaux à consulter les créanciers obligataires lorsque la société veut accomplir certaines opérations de nature à affecter leurs droits. Alinéa 1er de l'article 309 de la loi précitée. Dans ces hypothèses, l'Assemblée des obligataires donne son avis sur la mesure envisagée. Elle ne peut certes pas s'opposer à sa réalisation, mais si elle refuse de l'approuver, la société doit rembourser les obligataires qui en font la demande. Deuxième alinéa de l'article précité. L'organisation des obligataires en une masse. Je cite. Les porteurs d'obligations d'une même obligation sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale. Toutefois, en cas d'émission successive d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. Article 299 de la loi précitée. Cette masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'Assemblée générale ordinaire des obligataires dans le délai d'1 an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard 30 jours avant le premier amortissement prévu. Article 300. Ces représentants de la masse ont le pouvoir d'accomplir en son nom tout acte de gestion dans leur intérêt. Enfin, les obligataires dépendants d'une même masse peuvent être réunis à toute époque
en assemblée générale avec les modalités de convocation prévues à l'article 306 de la loi 1795. Alors, cette séance de TD un peu atypique touche désormais à sa fin. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez sur la plateforme prévue à cet effet.